Bonjour, je suis Mariam Berkane, CTO d'Octo Technologies. Octo Technologies qui est une société de conseil et de réalisation en IT, donc en nouvelles technologies et nouvelles méthodes. Chez Octo, nous sommes organisés en tribus et mon rôle chez Octo notamment est de travailler avec toutes nos tribus et tous les individus Octo à déterminer les nouvelles tendances IT et en méthode aussi sur lesquelles nous devons travailler et aussi sur lesquelles nous devons aider nos clients. Hervé Lourdin, dans sa conférence Not Scaling Bad, va partager avec nous ses apprentissages et son expérience en termes de scalabilité et de croissance des organisations. Nous savons tous, en tout cas nous chez Octo, nous avons vécu cela plusieurs fois, plusieurs paliers de croissance dans la vie de l'entreprise, et nous savons que ce sont des moments clés et des moments charnières dans la vie des organisations. Derrière la croissance, il y a bien sûr l'intégration des nouvelles personnes que l'on recrute, mais il y a aussi des enjeux plus profonds, par exemple la conservation des dynamiques d'équipe, mais aussi la conservation des pratiques, de la culture d'entreprise que l'on a mis parfois des mois et des années à construire. Je vais laisser la parole à Hervé maintenant, qui va donc nous présenter ses retours d'expérience et ses apprentissages. En 2017, Le Bon Coin, c'était 550 personnes, dont 150 ingénieurs. Aujourd'hui, c'est 1400 personnes, dont 400 à l'engineering. La question n'est pas de savoir si cette organisation est la bonne, on le sait, elle ne tiendra pas. Cette croissance est bien trop importante pour que l'organisation tienne le coup. La seule question qui compte, c'est comment allons-nous nous adapter pour que tout ne parte pas en vrille. Je m'appelle Hervé Lourdin, je suis Engineering Director au Bon Coin et je m'occupe d'une tribu qui s'appelle la tribu Transaction. Je rejoins Le Bon Coin fin 2018 à l'issue du rachat de la société Vitdressing dont j'étais CTO et co-CEO. Je tiens déjà à rompre un secret tout de suite maintenant, il n'y a pas de bonne organisation. Cette présentation ne va pas livrer la formule magique à toutes les difficultés de croissance des organisations, on ne l'a pas et cette organisation n'existe pas. En revanche, je vais essayer de m'attacher à vous raconter les différents problèmes auxquels ont été confrontés Le Bon Coin dans sa phase de croissance et comment on a tenté de les résoudre. Je me permets un petit retour en arrière dans les épisodes précédents de la croissance au Bon Coin, époque à laquelle je n'étais pas. 2017, Le Bon Coin est au plus haut de sa croissance. Vous le voyez, les courbes sont impressionnantes. Il y a 550 personnes, le modèle d'organisation, dont 130 à la tech. Le modèle d'organisation est focalisé sur la techno. C'est-à-dire qu'il y a une grande équipe pour les problématiques de back-end, une grande équipe pour les problématiques de front-end web, une grande équipe pour le mobile iOS, une grande équipe pour Android. Les cycles de livraison sont extrêmement longs. Avec grande difficulté, on livre une fois par mois. Et la moindre idée de fonctionnalité qui nécessite une organisation transverse est extrêmement douloureuse. On en arrive au point de faire les fameuses task force, vous savez, celles qu'on fait en dernier recours et dont personne n'a vraiment de bons souvenirs. C'est clairement le bon moment pour changer, à un tel point que le COMEX donne une carte blanche à la direction technique pour revoir son organisation. À cette époque-là, une des organisations les plus avancées sur ce genre de problématiques, c'est Spotify. Ils communiquent longuement sur ce qu'ils font, sur les idées qu'ils ont eues, les principes d'organisation qu'ils ont mis en œuvre. Le Bon Coin s'en inspire et invente sa propre organisation à l'aune de certaines pratiques de Spotify. Ça a créé une nouvelle organisation, qui était d'un modèle technique basé sur un modèle fonctionnel. On voit l'émergence des fameuses feature teams. On commence à créer des tribus, des guildes, toute cette jargonite que vous pourrez reconnaître dans l'engineering de Spotify. Ça a donné lieu à une conférence que je vous invite à regarder. Elle est disponible sur InfoQ. C'est une conférence qui a été jouée par le CTO du Bon Coin, Julien Jouot, avec d'autres collaborateurs, et qui est disponible en streaming. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. En fait, il y a une organisation qui a été produite, elle a résolu beaucoup de problèmes, mais en fait, elle a produit quelque chose qui, à mes yeux, était bien plus important. En fait, à chaque fois que je discute avec les personnes qui étaient présentes à ce moment de la réorganisation, je vois des étoiles dans les yeux, je vois des gens qui me racontent des faits d'armes héroïques. Ouais, tu te souviens, à cette époque-là, on s'est auto-organisé et on a réinventé l'organisation du Bon Coin. Et ça, pour moi, c'est le produit le plus important finalement de l'exercice qui a été joué à cette époque.
Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, par la carte blanche qui a été donnée aux équipes techniques et produits du Bon Coin, les collaborateurs se sont mobilisés avec les managers pour trouver une solution à ces problèmes. Et collégialement et itérativement, ils ont essayé de nouveaux modèles, de nouveaux principes. Et ils l'ont fait de manière ouverte, itérative, expérimentale. Ça a été la création de ce qu'on appellera plus tard le TOO pour Travail d'organisation ouvert. Et ça, c'est un élément assez fondateur de ce dont on va parler maintenant, c'est-à-dire comment faire face à des vagues de croissance sans précédent. Et pour moi, le TOO, c'est le premier arrêt d'un long voyage vers ce qu'on appellera une organisation apprenante. Une organisation apprenante, c'est une organisation qui a cette capacité à expérimenter et s'adapter en continu face à la croissance. Ce travail d'organisation ouverte, ça a tellement été un outil important qu'on a cherché à en faire un process pour que les gens puissent, les collaborateurs puissent s'investir dans des projets. Donc comment on fait au Bon Coin pour faire du travail d'organisation ouvert? Somme toute, c'est assez simple. En fait, il y a un grand backlog, une grande liste, une grande boîte à idées, si vous voulez, dans laquelle, en fait, à tout moment, quelqu'un, un usager de l'organisation peut dire « Ah, je crois qu'il y a un problème ». Et je pense qu'il faudrait qu'on essaie de travailler à résoudre ce problème. L'organisation commence à montrer des limites sur cet outil, ce processus, cette structure. Donc on note un problème, on fait un appel à candidature, on voit s'il y a des collaborateurs qui ont envie de travailler avec nous sur ce sujet. On vient le présenter à un rendez-vous mensuel du travail d'organisation. Et puis, la seule chose qui est obligatoire pour que ce travail d'organisation soit ouvert, c'est de communiquer en toute transparence les idées, les actions, le fruit de nos réflexions. Donc, toutes les limites identifiées sont dans un grand backlog Jira disponible à tous. Et quand un projet est sélectionné et commence à travailler, il suffit d'aller regarder la documentation en ligne que le groupe de travail renseigne à chaque fois qu'il se réunit. Ça a donné lieu à pas mal de projets intéressants. Les plus récents, par exemple, à l'occasion de ces grands moments de confinement, on a fait un bilan sur le télétravail et les pratiques qui nous apparaissaient être pertinentes pour qu'on puisse du coup améliorer notre quotidien et capitaliser dessus. On a aussi fait des proof of concept de nouveaux modèles d'organisation pour réaliser des projets fortement transverses. On en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. On a fait un lexique de vocabulaire d'orga pour lutter contre cette jargonite quand un nouveau ou une nouvelle nous rejoignait. Et puis, on a aussi cherché à améliorer nos process existants, les reporting pour la tech et le produit, ou encore la façon dont on fait nos roadmaps trimestriels, ou faire émerger, par exemple, de manière très nette les chantiers techniques au milieu de nos roadmaps qui étaient jusqu'alors extrêmement trustés par des fonctionnalités produits. Et puis, plus récemment, on a travaillé aussi à favoriser les mouvements entre les équipes. Tous ces exemples sont des projets de travail d'organisation que des collaborateurs, soit des managers, soit des collaborateurs dans les équipes, sont venus ajouter au backlog et ont proposé sur lesquels ils ont travaillé. Pour nous, le travail d'organisation ouvert, c'est vraiment l'épine dorsale de cette aptitude à se réinventer régulièrement à l'aune de cette croissance. Certains chantiers sont impulsés par le top management quand on pense qu'il y a quelque chose à faire et que c'est critique. D'autres sont faits par les collaborateurs. Il y a toujours un sponsor de la direction, tech ou produit, de manière à ce que si les changements imaginés sont un petit peu trop on va dire dangereux ou délicats, on puisse avoir soit de la sécurisation par la direction ou au contraire que le sponsor à la direction se fasse le porte-voix dans des comités exécutifs plus importants. Ça a un petit biais, c'est fatalement un petit peu plus long qu'un projet pur top-down décidé par le management. Par contre, ça apporte beaucoup plus de valeur. Pourquoi? Parce que chaque collaborateur est un acteur de ce changement et donc du coup l'intègre très naturellement puisqu'il en est l'instigateur, à la différence d'un management qui déciderait ce qu'il faut faire maintenant. C'est aussi un petit peu moins grandiose que ce chantier de grande réorganisation que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'on fait des plus petits chantiers, des plus petites améliorations marginales. Mais ça a un effet immédiat, c'est que ça fait passer le changement comme un élément classique de notre quotidien. Et c'est en ce sens-là que l'organisation est capable de s'adapter à la croissance. Pendant ce temps-là, les choses ne se sont pas arrêtées et la croissance a continué et continue de plus belle. Si vous voyez qu'en 2017, on était à la tech pas loin de 130, on est en 2020 et on est en 2021 et on est 400 personnes à la tech et aux produits, 8 tribes, une petite cinquantaine de feature teams et 7 guildes. Ça représente un volume d'équipe assez énorme et il a bien évidemment fallu faire attention à ce que tout tienne, mais bien évidemment, on a vu apparaître des fissures. L'édifice ne pouvait pas tenir avec une telle croissance et de nouveaux challenges se sont présentés à nous. Un challenge assez important
était liée à... une difficulté qu'on a rencontrée était liée aux nouvelles fonctionnalités qu'on voulait créer. Toujours plus grande, toujours plus transverse. Il fallait porter son attention sur notre architecture en même temps que notre organisation. Et c'est le sujet qu'on va ouvrir maintenant. Le Bon Coin, tout le monde a le sentiment que c'est l'endroit où on rencontre quelqu'un pour aller vendre ou acheter une perceuse d'occasion un dimanche pluvieux où on se dit « mince, la mienne ne marche plus ». Mais en fait, c'est pas juste ça. On fait beaucoup d'autres choses maintenant. On vend ou on achète des perceuses, des jeux vidéo, des disques, mais on peut aussi vendre ou acheter une maison. On peut aussi vendre ou acheter un véhicule d'occasion. On peut aussi trouver un emploi. On peut également réserver une location de vacances, un gîte, par exemple. Et toutes ces activités, eh bien, finalement, elles sont sur le même site. Mais on voit bien pourtant que structurellement, louer un chalet à la montagne est assez différent de vendre une perceuse. Les informations qu'on va manipuler, dont on va avoir besoin pour créer notre annonce, sont structurellement différentes. Pourtant, c'est le même site. Parallèlement, nouvelle grande révolution, on introduit le modèle transactionnel. C'est quoi un modèle transactionnel ? En fait, peut-être l'aurez-vous remarqué, mais maintenant, sur Le Bon Coin, on peut payer. Le Bon Coin est devenu, en plus d'être un moyen de mettre en relation des gens, une possibilité de jouer le rôle du tiers de confiance pour les paiements. Et ça, bien évidemment, ça change la donne, puisque maintenant, il y a de l'argent qui transite sur le site. Architecturalement parlant, on peut imaginer qu'il y a des choses assez nouvelles qui vont du coup arriver à nos équipes. Et le gros challenge, finalement, c'est de soutenir cette croissance en termes de personnes, mais soutenir cette croissance fonctionnelle, cette croissance business en termes de métier, de réussir à avoir un time to market relativement agressif, être parmi les premiers à proposer ce genre de nouvelles fonctionnalités, sans pour autant créer un Frankenstein de briques et de brocs assemblant des modules sans aucune cohérence. Et on se retrouverait plus vraiment avec un site, mais avec plein de petits sites et plein de petits objets qui peineraient à croître. Et c'est exactement la situation dans laquelle on se trouvait. En fait, le grand dilemme, c'était de dire, j'ai des verticales métiers qui apparaissent et que je dois servir au plus juste, mais en même temps, je ne dois pas complètement détruire ma plateforme, je ne veux pas faire autant de sites que de verticales métiers, il y a bel et bien des composants communs qui doivent rester communs pour tirer des synergies, ces fameuses lignes horizontales. Alors on a commencé à se creuser la tête autour de ça en se disant mais comment on peut soutenir une telle croissance sans dégrader le time to market et pour autant avoir des composants partagés par tous. On s'est tourné un peu à nouveau vers toujours cette personne que beaucoup de personnes ont fait référence dernièrement, Conway. En 68, il a écrit une loi qui est toujours vraie à ce jour, qui s'appelle la loi de Conway, bien évidemment, qui dit, grosso modo, toutes les organisations qui produisent des systèmes, qui réalisent des services, sont condamnées à produire un logiciel, un service qui ressemble à la structure organisationnelle qui l'héberge. Alors plus précisément, aux structures de communication. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est une organisation basée sur les stacks produits, effectivement, si demain je veux une nouvelle fonctionnalité qui soit disponible sur iOS, Android, le web et en même temps qui implique le back-end, je vais avoir des difficultés parce qu'il va falloir coordonner ces 4 équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Si au contraire, tel qu'on l'était devenu, je suis une organisation centrée sur le parcours utilisateur, je dépose une annonce, je recherche une annonce, je vends une annonce, si tout d'un coup je cherche à faire un nouveau type d'annonce, il va falloir que j'impacte chacun de ces segments. Et c'est la dualité dans laquelle on était en train de sombrer. Comment réussir à faire basculer une organisation centrée sur le parcours utilisateur vers une organisation centrée sur des verticales business, les vacances, les biens de consommation, la voiture, l'immobilier. Comment est-ce que j'allais créer une organisation qui permettait de maintenir des verticales business et en même temps des briques élémentaires transverses ? En fait, on a continué à explorer cette fameuse loi de Conway et on s'est aperçu qu'il y avait une autre pratique qui émergeait, très intéressante, qui est la manœuvre de Conway inversée. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est assez simple finalement. Si la loi de Conway dit on est condamné à produire des logiciels qui ressemblent aux organisations qui le construisent, pour réussir à provoquer une forme architecturale, une structure de notre logiciel, pourquoi pas influencer l'organisation directement ? Et de proche en proche, on pourra arriver à produire l'architecture qu'on souhaite grâce à des évolutions de l'organisation. Et c'est ce qu'on a fait. On a communiqué une stratégie cible, une architecture cible, qui n'était bien évidemment pas celle qu'on avait à date, mais par contre, on a provoqué une organisation qui, de proche en proche, allait la faire apparaître, à faire émerger cette architecture cible.
Pour ça, on s'est inspiré notamment d'un bouquin qui décrit un framework intéressant qui s'appelle Team Topologies, donc je vous invite à la lecture, et qui décrit finalement des espèces de building blocks organisationnels qui nous permettent finalement de typer les équipes qui vont réaliser des composants de différentes natures. Par exemple, les équipes très business-facing, qui vont être là pour servir les utilisateurs, vont être les fameuses feature teams. Dans ce livre, on les appelle les streamline teams. Mais il va y avoir d'autres typologies d'équipes qui vont naître, les platform teams. Les platform teams, leur objectif, ça va être de créer un service, non pas au service de l'utilisateur, mais au service des développeurs au service de l'utilisateur. Et donc, ils vont commencer à se comporter quasiment comme un éditeur de logiciels interne qui vont fournir des commodités pour être implémentés sur chacune des verticales. À ce titre-là, par exemple, dans mes équipes, on a fait émerger une platform team paiement. Mais dans d'autres équipes, on a vu émerger des platform team recherche, des platform team gestion de contenu, par exemple. Et finalement, on a fait émerger un nouveau type d'équipe aussi qui aidait à la transition, des équipes dites enablers, tout aussi documentées dans le livre Team Topology. Et ces enabling teams, en fait, elles avaient pour mission d'aider des équipes à devenir des équipes verticales ou d'aider des équipes à devenir des plateformes. Et notre conclusion, c'est que finalement, la verticalisation et la plateformisation sont les deux faces d'une même pièce. Si on veut être capable de pouvoir verticaliser et adresser des segments, alors il faut laisser les équipes être le plus concentrées possible sur le business et pas se soucier des éléments d'architecture plus complexes qui peuvent être assumés par des équipes tiers. Et c'est bel et bien en travaillant, y compris sur une approche plateforme et une approche verticale, qu'on a été capable d'avancer dans notre stratégie de verticalisation, c'est-à-dire de servir de nouveaux lignes de business, vacances, auto, IMO, et j'en passe. Un dernier challenge sur lequel on s'est fait mal. On a même plutôt échoué. Et un échec cuisant que j'ai vécu moi-même dans mes équipes, c'est la rançon du succès en gros. C'est-à-dire que globalement, vous construisez une équipe, cette équipe fonctionne bien. Elle est sur un périmètre assez intéressant. Tout le monde utilise les fonctionnalités que vous produisez. De fait, vous voulez en faire plus. Mais on ne peut pas en faire plus. Enfin, les équipes sont déjà suffisamment chargées, on ne peut pas leur en demander plus. Et là, quelqu'un arrive avec une équipe lumineuse qui dit « j'ai une idée, on va faire une deuxième équipe ». Ouais. Mais en fait, ce n'est pas si simple que ça. Faire intervenir une nouvelle équipe sur un périmètre fonctionnel, c'est pas suffisant d'embaucher des nouvelles personnes les plus brillantes possibles. En fait, il faut que le socle logiciel le permette. Et on retombe sur cette grande dualité de je peux faire une organisation, mais si l'architecture n'est pas prête à recevoir ces nouvelles organisations, ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce dont on s'est aperçu quand on a cherché à créer notre seconde équipe. En fait, on a cherché à mettre une deuxième équipe sur un socle logiciel qui n'était pas assez découpé, pas assez modularisé, et de fait, les équipes n'arrivaient pas à travailler en parallèle, puisque constamment en conflit de code, puisque partager une code base qui n'était pas modularisée. Donc conseil, quand on veut commencer à faire croître de nouvelles équipes sur un périmètre fonctionnel en succès, premier exercice à faire, essayer d'identifier des périmètres fonctionnels disjoints, les faire apparaître dans le code de manière disjointe et modulaire pour pouvoir avoir des cycles de vie qui puissent se paralléliser et pas s'entrechoquer à chaque instant. Dernier élément sur lequel j'ai envie de partager nos dernières expériences, le capital social. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que je pense que quand on a un process pour donner la parole à tout le monde sur les idées d'amélioration de l'organisation, quand on a un process pour faire attention à son archi et son orga, en fait on s'aperçoit que le cœur de tout ça, c'est les hommes. C'est les hommes et leurs interactions. Et en fait, ce capital social a été défini par plusieurs personnes, et je retiendrai la définition de Robert Burt, qui dit finalement, le capital social, c'est quelque chose qui définit une structure sociale comme étant un petit peu plus performante qu'une autre. Bizarrement, on s'aperçoit qu'il y a des équipes ou des groupes de personnes qui semblent mieux réaliser leur mission que d'autres. Et souvent, quand on creuse un petit peu, on s'aperçoit qu'en quelque sorte, elles sont un petit peu mieux connectées aux autres que celles qui performent moins bien. Et le capital social aurait tendance à définir la capacité, le volume d'interconnexion, la richesse de connexion qu'une équipe ou qu'une personne a avec d'autres personnes. Et devient ainsi un véhicule de pollinisation de nouvelles pratiques et de nouvelles idées. Et finalement, si les équipes sont toutes seules dans leur coin, alors eh bien, en fait, on ne profitera pas dans les nouvelles équipes qu'on va créer des bonnes idées qu'on a découvertes dans le passé. Donc, contribuer à l'émergence d'un capital social solide, c'est très important. En fait, une entreprise, c'est un réseau social. Et ça a déjà été théorisé par énormément de gens. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que la relation en tant que telle est importante, mais ce qui est plus important, c'est le contexte qui crée la relation. Quelle est la structure sociale qui permet que cette relation se crée entre deux personnes, qu'elles s'entretiennent? Du coup, on a décidé de travailler des pratiques qui favorisent l'émergence d'un capital social solide et riche.
La première pratique sur laquelle j'aimerais partager, c'est celle du swarming. Alors le swarming, qu'est-ce que c'est? C'est en fait l'idée de changer la façon de travailler à plusieurs équipes sur un projet impliquant justement moultes équipes. Vous avez certainement dû rencontrer des projets de cette nature-là qui sont toujours très douloureux. Une équipe A, par exemple, ne peut pas continuer à faire son travail tant que l'équipe B n'a pas terminé le sien, puis l'équipe C n'a pas terminé le sien, et donc tant que tout le monde n'a pas fini son boulot, je ne peux pas continuer à faire le mien, et c'est l'enfer. C'est une planification impossible, et surtout ça crée énormément de tension entre les équipes. Le concept du swarming, c'est de dire, finalement, cette équipe A, qui va être majoritairement contributrice du projet, elle ne serait pas plus efficace si elle accueillait directement en son sein des membres des équipes B et C pour faire ce boulot à plusieurs, sans créer des phénomènes d'attente. C'est ce qu'on a mis en œuvre. Donc sur des projets complexes, une équipe accueille des membres d'autres équipes qui restent là que de manière temporaire pendant 1 ou 2 ou 3 itérations, puis quand elles ont terminé, elles s'en vont. Il y a un premier outcome de cette pratique, c'est que les projets se font moins dans la douleur. C'est plus efficace, on arrive à livrer à peu près plus à temps, et il y a moins de phénomènes d'attente où tout le monde se dit mince, on est en retard, comment on va faire, enfin, c'est beaucoup plus agréable. Mais en fait, ça a une valeur beaucoup plus importante, c'est que ça crée du lien, ça crée une relation, et cette relation, elle persiste au-delà du projet. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que quand en fait, les équipes seront retournées dans leurs pénates respectives, en fait, elles pourront continuer à se dire ah oui, mais au fait, j'ai travaillé avec Roger sur ce projet-là et on se connaît bien. Je sais que maintenant, il sait comment ma codebase est faite et je peux lui faire confiance quand il me fera une prochaine demande de revue de code ou quand il voudra faire une nouvelle contribution. Et ce lien, finalement, a énormément de valeur parce qu'il perdure dans le temps et il rend les projets plus efficaces. Donc aujourd'hui, à l'issue d'une expérimentation qu'on a fait dans le cadre du travail d'organisation ouvert, on a acté que cette forme d'organisation était efficace et on fait des swarms régulièrement sur des projets transverses. Attention, ce n'est pas quelque chose qui doit durer éternellement. Un swarm doit se créer avec l'idée qu'il va se disloquer dans très peu de temps. Donc c'est vraiment une équipe, accueille des gens pendant une période donnée, quelques mois grand maximum, et quand je dis quelques mois, ça devrait rarement dépasser le trimestre et c'est déjà beaucoup, et puis ensuite se disloquer et chacun retourne dans son équipe. Deuxième pratique qu'on essaie de développer en ce moment, donc work in progress, c'est les mouvements entre les équipes. En fait, dans nos organisations aujourd'hui, on est très attentif à créer une belle dynamique d'équipe, faire que les gens apprécient travailler entre eux, fassent du travail de qualité et des bonnes pratiques d'ingénierie logicielle et des bonnes pratiques de communication. Ça, c'est à l'intérieur de l'équipe. Mais en fait, avec la croissance, on multiplie les équipes et il faut apprendre à interagir entre équipes. Et pour travailler ce capital social, le renforcer, rien de mieux que favoriser les mouvements d'une équipe à l'autre. C'est pas extrêmement naturel parce que souvent le manager n'a pas intérêt à perdre une personne de son équipe. Au contraire, il capitalise beaucoup sur elle et sur les relations qu'il tisse dans l'équipe, mais pas forcément à l'extérieur. En fait, aujourd'hui, on a ouvert un travail d'organisation ouvert pour favoriser les passages d'une équipe à l'autre, faire en sorte que ça ne soit pas vécu comme une trahison, mais au contraire comme une opportunité d'aller essaimer les bonnes pratiques dans d'autres équipes en vue de pouvoir croître de mieux en mieux et en pleine conscience. J'en ai terminé avec les pratiques de capital social et j'en arrive à la conclusion. Notre objectif, c'est clairement de créer, ou en tout cas de tendre vers l'organisation dite apprenante. Je pense que c'est un voyage et vraiment pas une destination en soi, c'est quasiment impossible à atteindre, on ne dit pas un jour, ça y est, mon organisation est apprenante, mais en tout cas, c'est un muscle qu'on essaie de travailler régulièrement par différentes pratiques telles qu'on l'a vu dans cette présentation. Pour moi, une organisation ne peut faire face à des vagues de croissance énormes que si elle apprend à expérimenter, si du coup l'échec est possible à la seule condition qu'elle en a appris quelque chose, et si du coup tous les collaborateurs peuvent devenir des contributeurs de cette croissance et de ce changement. C'est donc un engagement du quotidien, tant sur les aspects techniques, parce qu'on reste des développeurs logiciels, mais aussi sur les aspects sociaux et structurels de nos équipes. Merci.